On va donner la parole pour un petit intermède à Sylvie Zucca, qui est psychiatre qui vient d'arriver à la Passe de Saint-Louis, mais qui a une grande expérience de la précarité, qui a travaillé au SAMU social avec Xavier Emmanuelli. Et on a demandé à Sylvie de nous amener son regard sur cette hypothèse qui est peut-être qu'en partant des situations à la marge, on peut observer des phénomènes émergents et proposer finalement se dire que les marges sont peut-être pas si minimes que ça et qu'elles peuvent servir d'observatoire et peut-être d'orientation pour des orientations à prendre, des pistes concrètes de mise en place de nouvelles pratiques. C'est surtout, je crois, que ce qu'on pensait souvent être du domaine de la marge, avec le temps, on voit que peu à peu la marge s'agrandit. Et que je me souviens, quand je travaillais dans le monde de la rue, je parlais souvent de très grande précarité sociale pour pas faire peur aux gens qui me disaient non, chez nous c'est moins grave. Puis peu à peu, j'ai abandonné les précautions parce qu'on me disait partout, dans tous les coins de France, mais non, c'est la même chose ici et plus grave encore. Donc je crois que ce qui se passe aux marges, comme on vit dans un monde où de très grandes séparations, de très grands clivages entre les différentes parties de la société, personne ne sait exactement ce que vit l'autre partie. Mais en même temps, ce qui se passe aux marges est de plus en plus prégnant et fort et envahissant partout. Je crois que ce que je voulais dire aussi en parlant avec Claire l'autre fois, c'est que ce qui se passe en ce moment, pas seulement dans la médecine, mais dans le monde entier, renvoie pour moi un peu à ce qu'un sociologue que je vous conseille de lire, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Zygmunt Bauman, a écrit sur le passage qu'on serait en train d'opérer depuis un certain temps entre un monde qu'il appelait rigide, dur, avec des institutions à la verticale, l'État, l'Église, la loi, à une société liquide où on passe d'un endroit à l'autre, on change de sexe comme de coiffure, on change de pays, d'identité même, voilà. Et on en serait arrivé dans ce moment-là, dans cette mouvance-là. Et c'est pas si simple, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, ces mutations sociales. Et quand je vous entendais ce matin parler à cette table ronde, je me disais, moi qui ai le privilège de l'âge sur un certain nombre de ceux qui parlaient ce matin, mais aurions-nous entendu autant de participants de métiers différents parler à niveau égal il y a 20, 30 ans au ministère de la Santé? J'en suis pas sûre. Et ça, c'est même tout à fait formidable. Donc on assiste comme ça à ce que j'ai appelé aussi, dans des situations aussi dures que celles qu'on peut voir dans les marges, ce que j'ai appelé le partage des impuissances. Et que de ce partage des impuissances va naître souvent une idée ou un travail en commun. Il est évident que le cas de donner ce matin, il peut nous laisser les uns les autres sur notre faim, parce que finalement, c'était un cas de quelqu'un qui allait mourir. Mais qu'à table, en déjeunant, en parlant un petit peu à droite, à gauche, je voyais bien qu'il y avait l'envie de parler de situations autrement plus aiguës encore, parce que qui viennent nous chercher dans notre éthique aux uns et aux autres. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de sous, qu'il y a une femme qui arrive, qui est là, il y a une question de jour et dans la question de la prise en charge. Enfin, toutes les questions sont sans cesse renouvelées. La différence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, elles peuvent se poser de façon multiprofessionnelle. Et ça, je crois que c'est un processus nouveau, qui n'est pas spécifique à la médecine, mais que la médecine est en train de prendre comme aussi un phénomène avec lequel il va falloir composer. Il y a des États dans lesquels ça se fait beaucoup déjà, au Québec. Même en Allemagne, il se trouve que j'ai été co-auteur d'un film sur l'anorexie mentale l'an dernier, que je me suis baladée dans tous les pays, et on voit à quel point dans les services de soins, de situations gravissimes comme celle-ci aussi, selon les cultures de soins, le pouvoir médical s'est plus ou moins distendu ou pas, et comment cette coopération avec la fameuse question que vous posez ici, et qu'on ne connaît que trop en psychiatrie, qui est la question du donner asile, et du faire avec, et de la fermeture des lits hospitaliers en psychiatrie qui ont précédé ce que vous êtes en train de vivre dans la médecine et qui a été terrifiant, pour que d'ailleurs les malades psychiatriques arrivent dans les mêmes centres d'hébergement et de soins, pour un grand nombre. Donc on voit bien ce déplacement de population vers des structures qu'on appelait hospitalières, vers des structures qu'on appelle pudiquement à bas seuil. Vous entendez bien ce que ça veut dire à bas seuil, c'est-à-dire qu'il coûte peu d'argent. On en est là. Donc ce que moi je pensais être à la marge quand j'ai travaillé dans la grande précarité, quand je vous entends ce matin, je vois bien que c'est les mêmes questions qui se posent. Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'il va habiter? Où est-ce qu'il vit? Quand je me balade en Allemagne et que j'entends parler de ces histoires de prise en charge de ces grandes patientes anorexiques, qui coûtent fort cher d'ailleurs, la question que soulèvent les médecins, c'est mais pourquoi est-ce qu'il n'existe pas des structures intermédiaires, comme vous tout à l'heure, beaucoup plus souples que l'hospitalisation longue?
Voilà, on est à une frontière où on sent que, pas seulement pour des questions financières, mais même pour des questions de pensée, de la médecine, de la psychiatrie, avec le développement des maladies chroniques, on est en train de se dire partout, avec des moyens différents, qu'il faut inventer des structures intermédiaires. Enfin, c'est ce que j'entends, moi, hein, mais qu'il faut y aller, quoi. Alors, juste pour finir, parce que j'ai très peu de temps, quand Claire m'a demandé de réfléchir, j'avais trouvé, je suis donc une nouvelle jeune recrue de la Passe Saint-Louis, mais ce qui me semblait être intéressant, j'avais trouvé 7 réponses, dans lesquelles j'inclurais une 8e réponse grâce au déjeuner avec l'équipe de Besançon, ici présente, je ne sais pas où, là-bas, coucou. Pourquoi c'est intéressant les passes et pourquoi il faut toujours avoir quand même en même temps une petite lumière rouge allumée, parce que je crois que tout phénomène nouveau, puisque je suis censée parler de ça et que j'adore en plus, hein, a en même temps des effets pervers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense au nom du bien, il faut savoir qu'on peut se faire engloutir par cette même notion du bien, ou que des grands méchants vont saisir les brèches et rentrer dans ces failles. C'est ce qui se passe avec les réseaux, c'est ce qui se passe avec les passeurs, c'est ce qui se passe partout. Donc il faut le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler ni avancer, il faut juste ne pas être des anges pour ne pas devenir l'objet des diables, il faut le savoir. Et donc voilà ce que j'ai en tête en pensant à ça, mais qu'est-ce qu'il y a, et que donc il ne faut pas non plus dans ce même registre que les passes deviennent la patate chaude dont se débarrasse l'hôpital en disant c'est pas pour nous, c'est pour la passe, démerdez-vous, et voilà. Ça, ce sont les deux, j'ai presque fini. Les sept arguments très rapides, c'est pourquoi est-ce qu'il faut des passes, à moins qu'il ne faille plus du tout de passes et que l'hôpital remplace les passes, hein. C'est parce que les migrations humaines ne vont pas s'arrêter et elles vont continuer, parce que les précarités sociales vont augmenter chez les jeunes et chez les plus âgés, parce que notre système de sécurité sociale ne va pas bien, parce que cette médecine rapprochée ne doit pas être une médecine de seconde zone, elle est une médecine à part entière, et en plus, par rapport à ce qu'on disait ce matin, un sas de désengorgement des systèmes d'urgence auxquels font appel par défaut tous ceux qui n'ont plus d'autre lien au monde que l'échange sur la douleur. Une urgence de rencontrer un soignant n'est pas toujours une urgence médicale, ce n'était pas le cas ce matin, hein, au sens strict du terme, mais une urgence quand même, parler, être rassuré, examiner, soigner, orienter. Et il manque cruellement de telles structures qui soulagent à la fois les urgences, les patients et les médecins. Et ça, c'est la psychiatre qui parle, parce que ça fait retomber en même temps ces angoisses de mort, largement accentuées par le profond isolement, et elle-même très grande pourvoyeuse de maladies. Je finis mes 5 points. Parce que ça c'est plus intéressant et plus en dehors, mais parce que les offres de soins contemporaines, archi-médiatisées, dans un monde sans plus de limites, amènent elles aussi des effets pervers chaque jour démontrés, et ce, d'autant plus qu'elles ne font pas l'objet de réflexions éthiques profondes, suivies de recommandations suivies. Par exemple, la France est un pays d'Europe qui consomme le plus de médicaments, sans pour autant être la plus rayonnante de santé. On est d'accord, hein. Les effets iatrogènes des polyprescriptions ont beau être connus aujourd'hui, les médecins ont toujours beaucoup de mal à ne pas répondre à une demande par un médicament. Donc il y a un problème de culture et d'information et d'éducation. Qu'est-ce qui se passe? Combien d'excès? Le travail en collectivité rapprochée, moins solitaire, diminue ce risque d'une seule réponse isolée médicamenteuse chez un praticien fatigué, trop isolé lui-même face à cette douleur impossible. Et c'est une des choses que j'ai dites à Claire, ça va l'air de l'étonner, que ce qui m'intéressait dans la passe, et je pense que c'est valable pour toutes les autres passes, hein, et c'est pas que dans les passes non plus, c'est que je voyais le soin, mais le soin en train de se penser en même temps. Et que ça, pour moi, c'est une valeur absolument fondamentale. Avant-dernier point, parce que la volonté de rentabiliser les soins en calculant le coût de chaque acte, on revient à la fameuse T2A, là, hein, évaluant chaque temporalité soignante en suivant des recommandations officielles statistiques, a cassé brutalement en 20 ans cette médecine au cas par cas que connaissaient très bien les plus âgés d'entre nous, j'ai l'impression d'être très vieille, cliniciens de l'humain avant tout, très probablement bien plus économique. Ça me semble évident, hein, en psychiatrie, mais pas qu'en psychiatrie. Septièmement, parce qu'on n'en a pas parlé, ça me semble très important, parce que les jeunes médecins aujourd'hui ont envie probablement d'exercer autrement, en tout cas ceux que j'entends. Ils sont déjà eux aussi dans leur génération, dans ce monde vulnérable, sans lendemain précis, que nous avons, nous, leurs aînés, beaucoup moins bien connus. Et si les progrès de la médecine sont scientifiquement époustouflants au moment où ils commencent leur carrière, ils veulent retrouver en même temps le sens subjectif du soin à donner dans le cadre d'une relation thérapeutique gratifiante. Voilà, et donc dans cette mutation profonde, sans doute comme l'homme en a connu à d'autres moments avec l'arrivée de l'électricité, mais là il y a quelque chose de particulier qui est la possibilité de se connecter, de voyager, de chercher le meilleur soin chez les très riches et chez les très pauvres, en temps réel immédiat, et donc on est obligé de penser ces choses-là tous ensemble. Voilà.
Merci beaucoup Sylvie pour cet intermède.